Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. À dire vrai, lorsque le papier fondateur du Bitcoin a été rendu public, le 31 octobre 2008, sur une liste de diffusion pour cryptographes avertis, il ne s'agissait que d'un fil nouveau sur un forum, assez rapidement fermé par le modérateur du reste. Les réactions n'étaient pas particulièrement enthousiastes. Les gens semblaient dubitatifs. Différents projets de crypto-monnaie avaient vu le jour par le passé, mais aucun n'avait été convaincant. Il s'agissait soit de projets centralisés, comme eCash de David Chaum, auquel la justice américaine avait mis fin en 2000, soit de simples articles de recherche ou de projets ambitieux, mais restés à l'état d'ébauche, tels Bimony de Wei Dai. Si les gens étaient sceptiques, c'est qu'aucun de ces projets n'avait réellement pu interdire les attaques dites à la double dépense que nous allons voir bientôt dans le contexte de Bitcoin. De telles attaques, si elles sont possibles, détruisent toute confiance dans le réseau. À dire vrai, le succès de Bitcoin tient en partie à la présence d'Alfiné, un cryptographe américain réputé, présent sur cette liste de diffusion, qui a trouvé l'idée de Satoshi Nakamoto intéressante et a commencé à correspondre avec lui. C'est du reste à l'une de ces discussions que l'on doit l'expression blockchain. Et si Alfiné s'est intéressé à Bitcoin, c'est qu'il avait lui-même cherché à créer une crypto-monnaie en utilisant des preuves de travail, ce à quoi il était parvenu avec son projet RPOW, mais dans un cadre centralisé uniquement. Commençons par quelques définitions avant d'aller plus loin. Un bloc Bitcoin est un triplet XYD tel que f de x/y/d inférieur à 1 sur d. Décrivons chacun des termes et symboles présents dans cette équation. Le terme x représente un ensemble de transactions ainsi qu'une référence vers le bloc précédent. En termes techniques, il s'agit d'un pointeur de hash. Le terme y est un nombre, généralement appelé nonce, dont l'intérêt est limité à l'existence du bloc. Le terme d est un paramètre de difficulté, modifié régulièrement, pour maintenir une durée moyenne de 10 minutes entre deux blocs. La lettre F désigne la fonction de hachage, SHA-256 rond SHA-256. Pour d'obscures raisons, on fait appel 2 fois à SHA-256. Le symbole slash désigne la concaténation entre deux chaînes de caractères, c'est-à-dire l'action qui consiste à les juxtaposer. Une chaîne de blocs, B0, B1 jusqu'à Bn, est une suite de blocs où B0 est le bloc Genesis miné par Satoshi Nakamoto, et pour tout i strictement positif, le bloc BI fait directement référence à B indice I-1. Le bloc Genesis est l'ancêtre de tous les blocs minés sur le réseau Bitcoin. Ainsi qu'il est vu dans une autre vidéo, la blockchain officielle, ou simplement blockchain, s'il n'y a pas de confusion possible, est la chaîne de blocs la plus solide, ce qui, en pratique, correspond à la chaîne de blocs la plus longue. Un bloc B est l'ancêtre d'un bloc B'. S'il existe une chaîne de blocs B0 jusqu'à Bn, et deux entiers i et j avec i inférieur à j, tels que bi égale b et bj égale b'. Un bloc B est dit orphelin si c'est un bloc miné à l'aide d'une preuve de travail comme un bloc normal, mais qui ne fait pas partie de la blockchain officielle du Bitcoin. Il est donc normalement ignoré par le réseau Bitcoin. Supposons que la blockchain officielle de Bitcoin soit B0 jusqu'à Bn, ou B0
est le bloc Genesis et n est la hauteur de la blockchain. Un fork est par définition une suite de la forme B0, BI, B', I plus 1, B'M. Cette chaîne a une hauteur égale à M et partage ses I premiers blocs avec la blockchain officielle du Bitcoin. Ce fork n'est pas nécessairement public. Par contre, s'il l'est et que M est strictement plus grand que N, alors tous les nœuds du réseau reconnaîtront ce fork comme la blockchain officielle et il y aura donc une réorganisation qui pourra être importante si M est très grand devant N. Dans le cas contraire, si M est inférieur à N, alors ce fork sera ignoré par les nœuds du réseau. Tous les blocs B'I plus 1, B'M seront alors considérés comme des blocs orphelins. Venons-en maintenant à la notion de taux de hachage. Le taux de hachage H d'un mineur est le nombre de hash qu'il est capable de calculer en une seconde. Si grand H est le taux de hachage de l'ensemble du réseau, nombre de hash que l'ensemble des participants est capable de calculer en une seconde, alors le taux de hachage relatif du mineur est par définition petit h sur grand H. On l'appelle également puissance de hachage relative. Satoshi Nakamoto considère le cas où il y a un attaquant face à des mineurs dits honnêtes qui suivent scrupuleusement le protocole Bitcoin. On est dans un schéma classique avec deux catégories de personnes, généralement appelées Alice et Bob en cryptographie. Admettons qu'Alice représente l'escroc et Bob la coalition d'honnêtes mineurs. On note petit p, la puissance de hachage relative des honnêtes mineurs, Bob, et Q, celle de l'attaquant ou attaquante, Alice. On a donc P plus Q égale 1. Ces notations sont celles de Satoshi Nakamoto dans son papier fondateur. Quelle que soit la stratégie d'Alice, chacun des compétiteurs cherche constamment à miner un bloc. Notons grand T, respectivement grand T', le temps mis par Bob, respectivement Alice, pour trouver un bloc. Les variables T et T' sont naturellement indépendantes. Tout le temps passé à miner en vain n'aide en rien le mineur à orienter ses recherches vers une solution possible. Il n'y a qu'une seule façon de procéder, par force brute, en testant des solutions possibles aléatoirement, dont le nombre est très très grand. Autrement dit, la probabilité que Bob passe encore T secondes avant de trouver la solution, sachant qu'il a déjà cherché en vain pendant petit s secondes, est exactement la même probabilité que s'il se mettait juste à chercher une preuve de travail. Autrement dit, on a probabilité d'avoir grand T plus grand que else plus T, sachant grand T supérieur à else, est égale à la probabilité d'avoir grand T plus grand que petit t. Cette condition exprime le fait que grand T suit une loi dite exponentielle. Notons alpha son paramètre et alpha' celui de T'. La densité de probabilité, f indice grand T, pour grand T, est donc f indice grand T de petit t égale alpha fois exponentielle de moins alpha t. Et de même pour T'. D'après une propriété des lois exponentielles, on a donc l'espérance de grand T égale 1 sur alpha et espérance de T' égale 1 sur alpha'. On fait l'hypothèse que lorsque les deux groupes de mineurs, Alice et Bob, cherchent ensemble une preuve de travail, ils mettent collectivement 10 minutes
avant de trouver une solution. Autrement dit, E de t inf t' égale taux 0, avec taux 0 égale 10 minutes. Pour deux variables a et b, l'expression a et b ou a inf b désigne le minimum entre a et b. Nous allons utiliser deux propriétés qui concernent les lois exponentielles, indépendantes en théorie des probabilités. L'une d'elles montre tout d'abord que le minimum entre deux lois exponentielles, inf de t et t', est encore une loi exponentielle de paramètres alpha plus alpha'. Donc, alpha plus alpha' égale 1 sur taux 0. Une autre propriété donne les probabilités de découvrir un bloc en premier. Probabilité d'avoir t inférieur à t' égale alpha divisé par alpha plus alpha', et de même probabilité d'avoir t inférieur à t' inférieur à t égale alpha' divisé par alpha plus alpha'. Par ailleurs, si d est le paramètre de difficulté, nous avons vu qu'il faut calculer en moyenne dh avant de trouver une solution. Donc, avec les notations données plus haut, on a h fois l'espérance de grand T égale petit d, h' fois espérance de t' égale petit d, et grand H fois l'espérance de l'inf entre t et t' égale aussi petit d. Il est facile d'en déduire alors les égalités suivantes. Alpha égale P sur taux 0, alpha' égale Q sur taux 0, et les probabilités considérées plus haut s'interprètent comme des puissances de hachage relatives. Probabilité d'avoir T inférieur à T' est égale à T, et probabilité d'avoir T' inférieur à T est égale à Q.